La revue de presse du 7-9. Bonjour Charles, cette semaine, encore une fois, une actu assez riche dans les hebdos. On se dirige sans plus attendre sur la côte. Le Courrier du Pays de Ré et l'Écho de la Presqu'île titrent tous deux aujourd'hui Saint-Nazaire dans l'incertitude. Et oui, c'est la grosse information de cette semaine tombée mercredi en fin de journée. L'État français a décidé, un peu sous la pression internationale, il faut le dire, de suspendre, car il s'agit bien d'une suspension et non d'une annulation, la livraison à la Russie du BPC Vladivostok en cours de finition chez STX. Alors à la mairie de Saint-Nazaire, on est plutôt serein. C'est en tout cas la position du maire David Samzin. L'annonce du président de la République, j'en ai pris connaissance comme tous les Français. J'ai donc cherché à connaître le cadre de cette expression. Et je dois vous dire que j'ai eu le président de la République en soirée. Président de la République, d'une part, moi je dois vous dire ma satisfaction de saluer la diplomatie française qui intervient dans un contexte international extrêmement tendu. Mais l'autre point très rassurant en tant que maire de Saint-Nazaire et président de l'agglomération, c'est que les contrats continuent à vivre. Autrement dit, il n'y a pas d'incidence sur l'emploi, il n'y a pas d'incidence sociale, il n'y a pas d'incidence économique pour STX. En tout cas, il n'y en a pas encore. Aujourd'hui, au moment où on se parle, les contrats sont toujours en cours et c'est éventuellement la date de livraison qui est remise en cause. Vous, personnellement, vous étiez favorable à cette suspension de la livraison ? Je me félicite de voir un président de la République, et quelle que soit sa couleur politique, qui va rechercher la paix, parce qu'il s'agit bien de ça. Le risque d'un conflit armé en Europe existe. Et moi, je crois que lorsque un président de la République, quelle que soit son appartenance politique, est en train de rechercher la paix, et qu'il utilise les moyens de négociation dont il dispose, ça fait partie, je crois, de la diplomatie. Mais si malheureusement ce conflit et cette situation se dégradait encore, nous le savons tous que cette livraison ne serait plus envisageable. Et là, je l'ai dit toute la journée, il nous faudrait une solidarité nationale et européenne, parce que, il faut être très clair, le personnel, la situation économique du bassin d'emploi ne sera jamais la variable d'ajustement d'une diplomatie européenne. Voilà dans quel cadre nous sommes. J'en ai appelé les forces politiques locales à de la sérénité et de la responsabilité. Pour ce qui est des 400 marins russes présents en ce moment à Saint-Nazaire et depuis quelques mois, ils restent à Saint-Nazaire, ils rentrent pas chez eux. Et bien évidemment que non. Les marins russes, ce matin, étaient toujours en formation, en prise de possession de leur navire, et les salariés des STX travaillaient de la même façon. Voilà, le jour où cette suspension de livraison a été annoncée, Vladimir Poutine laissait entrevoir une éclaircie dans le conflit ukrainien. De là à y voir une coïncidence, il n'y a qu'un pas. En tout cas, François Hollande a déclaré hier que le cessez-le-feu était la condition sine qua non à la livraison des Mistral. Et on rappelle, Agathe, le montant du contrat qui lie l'État français à la Russie, 1,2 milliard d'euros. Exactement. Alors de son côté, l'Écho d'Ancenis consacre une page entière à la commémoration ce week-end du centenaire de la guerre de 14-18. Samedi prochain, Ancenis fera partie des 100 communes de France conviées aux commémorations nationales de la Grande Guerre. Alors pourquoi Ancenis ? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Eh bien parce que le 64e régiment d'infanterie fut l'un de ceux qui ont connu le plus de pertes. Sur 3000 hommes mobilisés, quasiment aucun n'est revenu. Et parmi ces 3000 hommes, un hommage particulier sera rendu au sergent René Lambert, un Géréonais de 23 ans, tué au cours de l'été 1914. Orphelin et célibataire, sans cette cérémonie, ce jeune soldat serait sans doute tombé définitivement dans l'oubli. À noter que c'est la seule commune de Loire-Atlantique qui organise cette cérémonie. On reste dans le vignoble, mais on quitte le gros plan pour le Muscadet, où il est question de héros également, mais un héros des temps modernes. Le journal L'Hebdo de Sévrémen brosse le portrait et surtout le palmarès de Laurent-Emmanuel Véron, un Valtais fonctionnaire de police à Nantes. L'homme collectionne les médailles de courage et de dévouement. Il faut dire qu'en 5 ans, il a sauvé pas moins de 3 vies, parfois au péril de la sienne. Un portrait tout en humilité. Alors cela peut paraître un peu futile, mais ça fait du bien parfois d'évoquer un policier sous un angle un peu plus léger et positif. Et bien sûr, cet avis n'engage que moi. Mais non, un peu de positive attitude, ça fait du bien, y compris le vendredi matin. Allez, c'est vrai que ça ne fait pas de mal du tout. On continue. On continue avec le site internet Terhistoire, qui s'est intéressé à une initiative inédite qui nous vient du Morbihan, en Bretagne. J'avoue avoir été dans un premier temps séduite par le titre que voici. Une idée de pochetron donne naissance aux premières éoliennes citoyennes. Mais ça m'étonne pas de toi. On peut dire que voilà, on ne peut être qu'intrigué. Alors ces éoliennes sont en marche depuis quelques jours seulement. Nous avons recueilli le témoignage
témoignage d'Alexandra Eliazor, qui est l'auteur de ce reportage. Laure et Éric Vaillant, il a fallu les chercher parce que les éoliennes citoyennes à Bégane, dans le Morbihan, les gens connaissent, mais on parle toujours du couple d'agriculteurs à l'origine de ces éoliennes sans les nommer. Et donc, j'ai juste été demander qui c'était. Et ils se sont montrés très accueillants. Et en fait, ils ont été à l'origine un petit peu par hasard, parce qu'ils avaient envie de faire bouger les choses. Mais ils n'imaginaient pas la proportion que ça pourrait prendre. Et eux-mêmes sont surpris du résultat. 4 éoliennes de type industriel qui existent maintenant et qui sont les premières éoliennes citoyennes de France. Voilà, c'est au départ une bande d'amis qui ont décidé de changer le monde un petit peu à leur manière, quoi. Du coup, vous êtes un petit peu arrivé dans un petit village d'irréductibles ? C'est un peu ça, c'est même pas un village parce que il y a une longue explication du chemin à suivre quand on veut trouver leur ferme, enfin leur habitation. Et je suis arrivée, à une grande tablée parce que des amis venaient refaire le toit du hangar qui couvre le four à pain. Ce four à pain qui a eu un rôle dans l'histoire des éoliennes parce qu'ils font du pain pour tous leurs amis et les amis d'amis et ça fait tout un réseau donc d'irréductibles, on va dire, en tout cas de gens convaincus, qui au moment de mettre la main au porte-monnaie pour commencer à financer ces études et ces éoliennes, se sont montrés partants tout de suite. Alors du coup, quand on parle d'éoliennes citoyennes, qu'est-ce que ça change en fait dans la démarche ? Alors là, c'est l'impulsion qui est venue des citoyens. C'est pas un projet qui a été décidé par la région ou par un industriel ou par RDF. C'est l'impulsion est venue des citoyens, ce qui était une première en France. Maintenant, il y a d'autres projets actuellement, alors qu'en Allemagne, ça se fait très très couramment. Ce qui change aussi par rapport à d'autres projets de ce type, parce que c'est quand même des éoliennes de 80 mètres de haut, il y en a 4, donc c'est de type, on va dire, industriel, c'est que la gestion est également citoyenne. Et le financement, il y a 53 cigales qui sont des communautés d'investissement qui se sont mises en place pour financer. Alors bien sûr, après, des institutionnels comme la région et puis d'autres partenaires se sont greffés dessus parce que des citoyens, malheureusement, n'ont pas les moyens tout seul de tout financer. Mais l'impulsion de départ, elle est citoyenne. Et ça, c'était une première en France. D'accord. Est-ce que vous savez, du coup, Alexandra, si cette initiative, elle en a inspiré d'autres dans la région ou en France, tout simplement ? Ce que je sais, c'est que l'association qui s'est montée à partir des éoliennes de Bégane, éoliennes en Pays de Vilaine, maintenant, est en train d'implanter sur d'autres sites des éoliennes. Et là, il y a des travaux qui débutent du côté de Séverac. Et du coup, ça fait un peu tache d'huile parce que maintenant que tout ça a été défriché, les autres projets vont pouvoir aller plus vite parce que celui-là, ça a mis plus de 10 ans entre l'idée de départ qui s'est faite quand même autour de verre à la fin d'une kermesse entre copains, jusqu'à ces éoliennes qui tournent maintenant et qui sont en service sur le canton d'Allers, dans le Morbihan. Il y a eu plus de 10 ans. Maintenant, ça ira plus vite. Voilà, c'est vrai qu'il se situe, on le précise, en Loire-Atlantique. Ça se rapproche donc de chez nous. On remercie Alexandra Eliazor d'avoir accepté d'intervenir sur notre antenne. Cet article est donc à découvrir sur le www.territoire.fr. Allez, on file en Vendée maintenant. En Vendée, exactement. Le journal du Pays Lyonnais s'est fendu d'une une aux airs de chaos, qui nous vaut une très belle photo, il faut le dire. Celle de l'incendie spectaculaire qui a sévi dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon ce week-end. Incendie qui pourrait être d'origine criminelle. C'est d'ailleurs la question que se pose le journal. Allez, ça fait longtemps, n'est-ce pas, Agathe, qu'on n'a pas parlé de la rentrée scolaire. Mais ne désespère pas, Charles, j'ai ce qu'il te faut. Le journal évoque aussi, ce sont un peu les suites de la rentrée scolaire, le plan de modernisation et de construction des collèges. Au total, ce sont donc 6 établissements qui seront créés d'ici 5 ans en Vendée. 19 autres seront modernisés, comme ça a déjà été le cas du côté d'Esnay. 33 527 collégiens ont fait leur rentrée en Vendée. 708 de plus qu'en 2013, autrement dit l'équivalent d'un nouveau grand collège. Allez, on file dans le nord du département pour finir avec des nouvelles de Châteaubriand. Oui, l'heure est au bilan à l'éclaireur. Le premier concerne le tram-train qui connaît pas mal de déboires depuis son lancement il y a déjà 6 mois. Mise en service reportée plusieurs fois, retard à répétition, panne ou encore grève jusque très récemment. Le journal dresse donc la liste des interrogations et des pistes d'amélioration du service. Pour en savoir plus, Cécile Rossin, la journaliste en question, est allée interroger Gilles Bontemps, le vice-président du conseil régional en charge des transports. Alors d'après lui, la quasi-totalité des pannes sont dues à l'informatique. Et oui, comme nos voitures, finalement, les nouveaux trains sont eux aussi truffés d'informatique. Un logiciel capable, toujours selon les dires de monsieur Bontemps, de résoudre ces multiples pannes vient d'être finalisé. Parfois, explique-t-il, il s'agit même de fausses pannes, c'est-à-dire qu'en fait, les mesures très strictes de sécurité forcent le train à s'arrêter pour rien.
Voilà, c'est quand même étonnant. C'est étonnant. Alors par ailleurs, autre information importante, car nombreux sont les usagers à se poser cette question, pas plus d'aller-retour de prévu entre Châteaubriand et Nantes. La priorité est donnée au bon fonctionnement des lignes déjà existantes. Et puis, on a le temps, Charles, pour une dernière petite news. Autre bilan donc à découvrir, cette fois sur le site de l'éclaireur de Châteaubriand, celui de la fréquentation de l'exposition consacrée à Anne de Bretagne, qui a la particularité d'abriter l'écrin ayant recueilli le cœur de la duchesse, écrin d'ordinaire visible au musée d'Aubray de Nantes. Alors, selon les investigations de la journaliste, les 9/10 des visiteurs ayant inscrit un petit mot dans le livre d'or font l'éloge de sa qualité et de sa richesse. Il semblerait que cette rétrospective ait séduit également les étrangers de passage dans la région. La journaliste a également recueilli les messages laissés les plus originaux. Elle les a compilés en catégories. Alors avec par exemple les militants bretons, très bel argument en faveur de la réunification. Les messages un peu plus familiers, Anne de Bretagne, je te kiffe. Ou encore ceux qui en profitent pour faire passer un autre message. Bravo pour cette exposition. Et si seulement notre maire d'Ancenis pouvait s'en inspirer. On rappelle que l'exposition est visible encore jusqu'au 28 septembre. Voilà, ça se passe donc du côté de Châteaubriand, au château précisément de Châteaubriand. Merci Agathe Petit, qu'on retrouve donc tous les vendredis pour faire le tour des kiosques à journaux. Ce sera dans la revue de presse. Il est 7h54.